Bonjour à tous et bienvenue dans la Grande Galerie francophone sur TV5 Monde, votre rendez-vous dédié à l'art, à tous les arts, avec au sommaire aujourd'hui, rendez-vous avec l'une de nos grandes comédiennes, sociétaire de la Comédie Française, du théâtre au cinéma, César de la meilleure actrice. J'ai des frissons partout. Marina Hans a grandi dans une famille d'artistes et elle pratique toutes les formes d'art. Rencontre avec elle dans un instant. Je suis prête. Avec nous aussi, Julien Creuset, l'artiste qui a représenté la France à la Biennale de Venise il y a 2 ans. Son art interroge l'histoire post-coloniale, les imaginaires maritimes et notamment celui de la Martinique. J'espère que l'on peut apprendre les uns des autres. Et puis au programme également, une exposition événement consacrée à Alexander Calder, un tableau belge énigmatique et des fresques monumentales et poétiques. La Grande Galerie francophone, c'est parti. Bonjour à toutes et à tous, un salut chaleureux au public qui nous accompagne, bonjour et bienvenue et à l'équipe que je suis ravi de retrouver, les spécialistes et les passionnés d'art. Nathalie Lesage, salut Nathalie. Bonjour Ali, bonjour à toutes et tous. La journaliste avec ton œil aiguisé, décalé toujours sur l'art. Fabrice Bousteau, le boss. Bonjour. Rédacteur en chef de Beaux-Arts Magazine, évidemment, Lauriane Mélière. Tu repères les grands enjeux de l'époque à travers la production artistique. Margot Bétou, tu t'es plongée dans les archives, Tu nous fais revivre les grands moments de l'histoire de l'art contemporain. Tu vas nous faire rêver? On a hâte. Et bien sûr, Charlie Vaudou, pianiste vedette du cabaret Madame Arthur. Salut Charlie. Salut. Avant d'accueillir Marina Hans, c'est la tradition, votre mot de la semaine. Et on va démarrer avec toi, Nathalie. Mais c'est une évidence, Ali. Talent, parce qu'il y en a plein sur ce plateau aujourd'hui avec Marina Hans et Julien Creuset, donc talent. Ton mot, Fabrice? Le jeu. Je vais vous parler du jeu de l'œil. J-E? J-E-U. Le jeu de l'œil. Lauriane? C'est ego trip, ça va, 2 mots, mais bon, c'est le printemps, on se regarde le nombril. Oui, puis on peut considérer que c'est un mot, en tout cas, une activité. Margot? Moi, aujourd'hui, je vous fais découvrir un funambule et c'est mon mot du jour. Funambule. Et quant à toi, Charlie? Moi, je dirais le rouge pour la colère latente et la jalousie. L'amour, la colère et la jalousie, tout un programme. Merci Charlie. Je vous le disais, nous avons le bonheur de recevoir notre première invitée. C'est une immense comédienne de théâtre, sociétaire de la Comédie Française, du français comme on dit, César de la meilleure actrice. Elle crève l'écran au cinéma. L'art est présent dans toutes les dimensions de sa vie. Marina Hans est dans la Grande Galerie francophone. Bonjour. Bonjour Marina et bienvenue. Merci d'être avec nous. Je vous présente le public et la bande qui m'accompagne chaque semaine. Vous venez de mettre en scène, première mise en scène en solo à la Comédie Française, 6 personnages en quête d'auteur de Pirandello. On va en parler parce que c'est une pièce importante et c'est aussi une pièce qui interroge notre rapport à l'art, notre rapport de spectateur. Oui. Et c'est fascinant la manière dont il s'en empare, mais on va commencer avec la première question. C'est un rituel. Qu'est-ce que l'art apporte à votre vie, Marina Hans? Alors, moi, c'est une façon de questionner le réel. Je pense que l'art me donne une réponse qui me correspond mieux que la vérité crue. Donc, c'est une démarche artistique pour moi, c'est questionner le réel. C'est questionner le réel. Vous questionnez également? Oui, mais Oui. tout ce qui est la vie, tout ce qui nous est proposé, et l'art permet pour moi d'extraire des dimensions parallèles qui me font mieux comprendre les choses. Oui. Est-ce qu'il y a une œuvre en particulier, une œuvre à laquelle vous pensez en ce moment même, qui vous a accompagné, qui vous a ému, qui vous a frappé, bouleversé peut-être? Jéricho,
Géricault en général. Géricault, donc on est début 19e. Début 19e, oui. Ça a commencé... On le connaît évidemment avec le radeau de la Méduse. Le radeau de la Méduse, c'est ce qu'il y a de plus connu. Mais régulièrement, j'ai la tête de cheval blanc qui m'accompagne. C'est la manière d'extraire toute la complexité On la voit à du l'écran vivant. d'ailleurs, cette tête de cheval blanc qui surgit de l'obscurité et qu'on peut voir au Louvre. Et que, enfin voilà, c'est-à-dire la part d'ombre et de lumière évidemment là-dedans, et aussi cet animal qui est pour moi, sacré, qui est ma passion d'enfance. Oui. Et en fait, il y a quelque chose, il y a une mystique derrière cet animal, et c'est pour moi, c'est magnifier, une forme de réalité ou le vivant ou ce avec quoi on vit au jour le jour. Et donc, pour ceux qui veulent le voir, c'est au Louvre, évidemment. Vous avez une histoire familiale qui est intimement liée à l'art. Votre grand-père était un peintre reconnu, Pierre Dmitrienko. Il était adepte de l'abstraction, du surréalisme. On va voir ici quelques-unes de ses œuvres à l'écran. Vous ne l'avez pas connu puisqu'il est décédé avant votre naissance, mais ses œuvres ont pourtant fait partie de votre enfance. Vous avez grandi avec elles. Ça a influé sur votre rapport à l'art ? C'est très rare qu'on me parle de mon grand-père, ça me touche beaucoup, merci. Oui, surtout qu'il écrivait des textes aussi, en parallèle. Et en fait, moi, quand j'ai grandi effectivement dans un milieu artistique, je trouvais la réflexion, en fait, moi j'étais qu'une interprète au départ, et être seulement une interprète, ça peut être un peu frustrant. Enfin, on se dit, mais quelle est ma part à moi de vision du monde ? Et quand je me rapprochais de ce que créait mon grand-père et que je lisais les textes, j'avais un lien assez fort. Et donc, c'était un lien qui était très intéressant. Moi, en tant que jeune actrice, on est tout de suite mis dans une case qui peut être un petit peu déceptive, en fait. Hein. Et d'avoir déceptive, vraiment ? Ah ouais ? Même quand on a un parcours comme le vôtre. Quand j'ai démarré. Bien sûr. Quand j'ai démarré, d'être une jeune actrice de 20-25 ans, franchement, c'est pas facile. Enfin, non, on peut très vite votre être... temps à vous dire non. On nous dit non, ou alors on est un physique, c'est un peu réducteur. On pense à Sois belle et tais-toi ? Un peu, ouais. Ouais. Bah oui, quand on a 20 ans, on vous regarde. Maintenant, on le sait, mais moi, à l'époque, je suis d'une autre génération. Et j'adore d'ailleurs que tout me soit sorti aujourd'hui et qu'on sache ce que c'est que d'être dans l'industrie de l'image, etc. Quand on a la vingtaine, c'est quelque chose de réducteur. Et si on a envie de dire des choses... Quand on est réduit à une chose, oui, on est un produit. Sexuel, un produit. Et en fait, parfois, on a des choses à dire, même quand on est juste une actrice. Et vous avez l'impression de vous être réapproprié d'une certaine manière votre vie et votre liberté à travers l'art. On va parler de votre pratique de l'art, parce qu'elle est aussi extrêmement présente dans votre vie. Oui, mais c'est assez récent. Ça a 5-6 ans où j'ai décidé d'intégrer la Comédie Française, et où tout le monde m'a dit mais qu'est-ce que tu vas aller faire dans une troupe, même si c'est une troupe prestigieuse. C'est la moins qu'on puisse dire. Mais je veux dire, j'avais déjà mon prénom et mon nom, je pouvais faire une carrière en solo, je faisais déjà une sorte de carrière en solo, mais j'avais perdu le sens total de ce que je faisais, de pourquoi je le faisais. Je me trouvais je me sentais seule, je me disais mais non, j'ai envie de travailler, je veux continuer à travailler, je veux pas juste attendre les projets et après faire de la promo. Et d'ailleurs, on dirait... Non, mais c'est vrai. On ne dit pas d'ailleurs membre de la Comédie Française ou acteur de la Comédie Française. Il y a les sociétaires. Parce que vous faites société. Oui, absolument. Toutes les décisions sont collégiales. Oui. Ça existe depuis le XVIIIe siècle, oui. Margot, tu as fouillé dans les archives. Oui, justement, on parlait de votre grand-père et j'ai retrouvé une archive de lui en 1967. Vous allez voir. Dès le départ, on devrait apprendre l'art aux enfants à l'école communale. Si on commençait à apprendre les enfants à l'âge de 7 ans à l'école communale et leur apprendre l'histoire de l'art, leur montrer des œuvres d'art, on pourrait peut-être former une génération de gens qui cultivaient et pouvant apprécier beaucoup plus tard les œuvres d'art. On commence à apprendre à voir des choses, la peinture, à l'âge de 20 ans ou 25 ans, et quelquefois la sensibilité est complètement déjà morte. Pour retrouver une sensibilité, il faut quelquefois beaucoup de temps, et les enfants n'ont aucun problème avec les œuvres d'art contemporaines. Vous l'aviez déjà vu Non, mais merci beaucoup, je suis très touchée. Et vous êtes d'accord avec lui ? Est-ce qu'il faut sensibiliser à l'art très jeune ? Ah oui,
Moi, j'ai eu cette chance, c'est vrai. Et oui, parce qu'en fait, sinon, il se passe quelque chose. L'art est, comment dire, est approprié par des histoires sociales. Alors que l'art, à la base, c'est vraiment une émotion. Hein. Enfin, je veux dire, c'est qu'est-ce qu'on va faire de cette émotion? Et ça, c'est à tout âge. Après, on va vous expliquer que ça, c'est mieux que ça, que ça. Mais d'être sensibilisé de façon très intime à l'art. Animal. Voilà. Ça, il faut que ce soit tôt, parce que comme ça, on n'a plus de complexe, on sait ce qu'on aime, ce qu'on n'aime pas, et ça nous appartient, quoi. Charlie, il y a une œuvre de Pierre Dmitrinenko qui t'a particulièrement touché. Bertie va la porter sur ton piano comme une partition. Si tu devais la mettre en musique, qu'est-ce que ça donnerait? Eh bien justement, je ne sais pas encore, on va le découvrir ensemble. J'ai choisi celle-ci qui s'appelle L'Attendant. Et c'est vrai qu'on voit cette silhouette comme ça, on ne sait pas, il n'y a pas de temporalité, rien. Alors, on va plutôt partir sur des nappes comme ça. C'est magnifique et bravo, bravo, sincèrement. Vous êtes très touchés, c'était une très belle improvisation. Qu'est-ce qu'elle vous inspire, Marina? Mais j'adore. Ouais. C'est la meilleure réponse. Mais j'adore quand vous êtes habillés en plus. Ah bah voilà. Non, C'est pour ça qu'on me cache derrière, sinon on ne voit que moi. Évidemment, mais tu es toujours là. C'est beau, ouais, votre interprétation aussi. Merci. Et justement, Marina, faisons-la résonner avec ce tableau qu'on voit à l'écran. Qu'est-ce que vous y voyez? Parce que c'est assez génial la manière dont Charlie l'a interprété en musique, parce qu'il lui a donné vie à ce tableau-là de votre grand-père. On avait l'impression, comme la tête de cheval blanc, qu'il surgissait de l'obscurité. Oui, c'est comme un fantôme, mais c'est... en fait, je sais pas, il y a quelque chose qu'on doit faire avec nos pensées et nos inconscients et nos fantasmes et l'histoire voilà, qui se répète. Et les fantômes, c'est très important. Les animaux, la nature, il y a quelque chose d'onirique dans ce tableau aussi, d'un peu inquiétant, mais ça peut être aussi une image dans Harry Potter. Hein. Enfin, Ouais. on est un peu dans l'univers des contes et tout ça est assez proche, oui, de mon enfance en tout cas, de ma perception du monde quand j'étais enfant, ça c'est sûr. Et on va parler justement de votre travail en ce moment même, de l'actualité, de cette pièce que vous mettez en scène, de votre travail aussi avec des musiciens. Mais d'abord, comme chaque semaine, c'est l'heure de la claque de la semaine. Et on commence avec toi, Nathalie. Ah, je vous amène au musée du Quai de Branly pour ma claque. À Paris. À Paris, merci de spécifier. Pas parce que ce musée contient l'une des plus importantes collections d'œuvres d'art et d'objets d'Asie, d'Afrique, d'Amérique et d'Océanie, mais bien, en effet, pour sa collection canadienne que j'ai découvert, mais par le plus pur des hasards. Parce que est-ce que vous saviez que parmi les 370 000 objets que l'on peut voir à ce musée, près de 4 000 donc, proviennent du Canada. Donc, c'est une véritable encyclopédie anthropologique sur le Canada, avec bien sûr un focus sur les communautés autochtones. Bien sûr. Et en fait, moi, j'ai découvert cette collection en entrant dans le musée. Quand on arrive dans le musée, on est accueilli par un immense totem. Un totem. Caïguette.
16 mètres de haut qui nous accueille, majestueux. Donc déjà, c'est un premier accueil. Ensuite, je vous invite bien sûr à aller voir peut-être du côté de la collection Amérique. Vous allez voir cette murale incroyable qui a été peinte par des rameurs qui ont fait une expédition sur la Seine en 1989 de Rouen à Paris pour sensibiliser, dis-je bien, sur leur réalité. Et c'est une murale donc, qui a été inspirée par un grand artiste autochtone qui s'appelle Bill Reed. 5 mètres de large, elle est vraiment, voilà, elle vous happe. Et sinon, bien, dans les petits objets, il y a également de grandes histoires. Partez à la chasse au trésor pour découvrir ceci. Ça, c'est magnifique. Ça Qu'est-ce que c'est? C'est très important, cet objet, Ali, ça s'appelle un wampum. Et un wampum, c'était utilisé à l'époque comme objet de diplomatie. L'époque, c'est le XVIIe siècle. Alors, c'est quand les Européens, en effet, sont arrivés. Donc, ça date de 1660, imaginez. Donc, on utilisait ces objets qui sont faits à partir de coquillages et de perles, voilà, comme symbole, soit transactionnel ou de négociation. Donc, c'est très, très, très important dans la culture autochtone. Alors, si ça vous intéresse, bien sûr, allez voir le musée. Je glisse comme ça au passage que cet automne, il va y avoir une très grande exposition d'art autochtone canadien. Et cet été, c'est les 20 ans du musée du Quai de Branly. Donc, qui est l'un des plus beaux musées de Paris, signé Jean Nouvel. Exactement. On va y courir. Donc, une grosse claque. Merci Nathalie. Merci Fabrice. Alors moi, je vais vous parler de l'affiche que l'artiste JR, l'artiste mondialement connu de street art, a réalisée pour le 47e tournoi de Roland-Garros. Et ce qui est intéressant, c'est que c'est le seul tournoi sportif au monde dont l'affiche est chaque année créée par un artiste. Elle est sublime. Il y a eu les artistes les plus prestigieux, Alechinsky, Arroyo, Di Rosa. Et alors cette affiche que tu dis sublime, moi je la trouve sublime et fascinante. Vous savez mieux que tout le monde, Marina, que ce qui compte beaucoup chez les acteurs, c'est le jeu de regard. Bien, l'une des grandes obsessions de JR, c'est l'œil. Il a affiché des yeux de femmes dans le monde entier, sur tous les types de supports possibles et imaginables. Et donc cette affiche, c'est la rencontre entre l'œil, qui est un œil sans doute du spectateur. Vous savez, quand on est à Roland-Garros, on a les yeux qui vont de gauche à droite, on ne bouge pas et on fait ça. Et la rencontre avec la terre battue. La terre battue, c'est le seul tournoi de tennis au monde, c'est pour ça que ce tournoi est connu dans le monde entier, qui est fait en terre battue. La terre battue, c'est quelque chose de très particulier. Dites-vous que sur un cours de tennis, il faut 8 terriens. On les appelle comme ça des terriens parce que c'est un savoir-faire très particulier de réussir à agencer parfaitement la terre battue. Et au lieu de mettre en valeur une star du tennis, eh bien JR met en valeur, comme il le fait souvent, les invisibles, les inconnus, c'est-à-dire les terriens. Et je la trouve vraiment d'une très grande beauté, l'immensité de cette terre battue, l'immensité de cet œil. C'est une affiche qui nous donne envie de loucher, j'irais dire, vers la beauté. Et puis il y a l'œil du spectateur. Merci Fabrice. L'œil du spectateur dont on parlera tout à l'heure, Marina, à propos de Pirandello, parce que c'est vrai que c'est assez fascinant comme il a réappris à regarder une pièce de théâtre et pas uniquement ce qui se passe sur une scène. Lauriane ? C'est drôle cette affiche parce qu'on dirait qu'il y a un deuxième iris dans la terre battue, justement. Si on regarde bien, il y a une autre pupille. Mais ça tombe bien que tu parles d'œil, puisque je vous invite à ouvrir grand les yeux. En tout cas, moi, je les avais bien ouverts en février pour découvrir une performance d'une artiste philosophe performeuse, passée notamment par le Crazy Horse. Elle s'appelle Pauline Anna Gudet et elle a imaginé une œuvre à vivre qui s'appelle « Femme à la recherche d'un prix ». Donc, elle est passionnée par notre besoin intime, parfois vital, de validation, surtout aujourd'hui à l'heure des réseaux sociaux et de ce monde d'images. Et donc, dans cette performance, elle a créé un bureau, la Direction officielle de la reconnaissance, DOR. C'est un organisme fictif, évidemment, enfin, l'est-il vraiment, qui est chargé d'évaluer, de structurer et de distribuer la reconnaissance. Donc ça, c'est le concept. Ouais, c'est le concept, mais en performance, qu'est-ce que ça donne ? Eh bien, ça donne une Pauline Anna Gudet grimée en blonde, peroxydée, qui donne aux visiteurs de l'expo des diplômes qui attestent de notre importance ou des contrats de travail qui stipulent qu'on est quelqu'un de très très haut placé. Et elle se promenait aussi avec un terminal de paiement, un TPE, pour la modique somme de 5 €. Elle proposait à toute la salle de nous applaudir pendant
1 minute consécutive. Ah, génial. Et ça a très bien marché. Et elle délivrait comme ça des sortes de trophées pour dire regardez comme vous êtes quelqu'un de super. Donc ça peut faire un petit peu sourire évidemment, mais moi j'adore parce que c'est à la fois ni beau ni laid, c'est un peu poil à gratter, ça fait réfléchir évidemment à notre époque. Et je vous invite à suivre Pauline Anagudet sur Instagram pour ne pas manquer sa prochaine facétie puisqu'elle est, elle est assez prolixe. La Ça fait claque, penser à Black Mirror. dans tous les sens du terme. Exactement. Parce qu'avant, on payait la claque pour les gens qui jouent au théâtre. Et on va continuer avec toi, Margot. Ça fait penser à un épisode de Black Mirror, je trouve, Il la y a série quelque chose comme ça. d'anticipation. Ouais. Moi, ma claque, c'est une Madeleine de Proust à Lille aujourd'hui. Je voulais vous parler de La Piscine, le génial musée roubaisien qui organise une expo autour de La Redoute. La Redoute, c'est the success story La Redoute, à la française. la marque. La marque. Une marque est née en 1837, une marque visionnaire qui a carrément inventé la vente de prêt-à-porter par correspondance. Et pour les gens de ma génération, La Redoute, c'était un truc de fou. Quand on était petite avec ma sœur et que le catalogue arrivait au courrier, on se précipitait pour l'éplucher religieusement. On glissait un petit bon de commande comme ça au courrier en espérant que par un miracle, le colis finisse par arriver. Ouais. Quand c'était le cas, on ressentait une joie vraiment incrédule. Enfin, c'était fou. Évidemment, je ressens encore du plaisir aujourd'hui quand je commande en ligne, mais jamais autant et de façon aussi puissante que quand j'étais petite avec le catalogue La Redoute. Et donc, l'expo, elle est géniale parce que cette marque, elle avait vraiment déjà à l'époque tous les codes du commerce d'aujourd'hui et on voit dans l'expo que le début des collabs, c'est eux, que les collections capsules, c'est eux. On voit les archives, on voit les publicités, on voit des vêtements, on voit ces fameux catalogues. Donc La Redoute avait toujours un temps d'avance. Et d'ailleurs, c'est le titre de l'expo qui est très bien trouvé. Voilà. Et en plus, la piscine, c'est un musée génial, une ancienne piscine Art déco qui est à Roubaix et qui vaut le détour. Donc allez-y, c'est jusqu'au 5 juillet. Ça va vous plaire, je pense. Merci du conseil. Charlie, ta Oui. claque à toi. Moi, la mienne, elle a forcément un lien avec la musique, un peu à l'instar. Je ne sais pas si vous vous souvenez, en Croatie, l'orgue maritime avec les vagues qui allaient sous la plateforme, qui fonctionnait comme un tuyau d'or. Là, on part en Chine et ça s'appelle The Chapel of Sound. C'est comme un auditorium. Où, voilà. Et c'est niché en plein milieu de la nature. C'est à 2 heures de Pékin. Et ce sont 2 architectes, Li Hu et Wang Wenjing, qui ont créé Open Architecture à Pékin, qui ont fabriqué cette énorme structure, qui ont imaginé ça au milieu de la roche. Donc on peut venir écouter des concerts de musique qui sont vraiment donnés là-bas. Ça a Le été, lieu est sublime, Le c'est lieu très est impressionnant. complètement dingue. Et on peut aussi simplement s'y poser et écouter la nature qui résonne complètement différemment. Le vent, les oiseaux, tout. Voilà, on peut se poser là-bas, juste contempler, ou alors vraiment assister à des concerts qui sont programmés. Et c'est assez dingue et c'est vraiment perdu au milieu de la nature. Merci Charlie. Marina, vous restez avec nous. On va filer maintenant au Petit Palais, au cœur de Paris, avec une exposition qui permet de découvrir le travail d'un peintre hongrois, Károly Ferenczi. Qui était-il? Vous n'avez pas les bases. Alex Vizorek vous explique tout. C'est le Visor Expert. Et aujourd'hui, nous parlons de Károly Ferenczi, peintre hongrois né en 1862, naturaliste, dont le style est marqué par des couleurs brillantes. Ou comme le dit Pierre Soulages, des quoi? Károly Ferenczi, c'est lui. Et on ne sait pas bien dire sur ce tableau si c'est un autoportrait ou un appel à l'aide. Commençons par ce tableau, Chant d'oiseaux. Je ne sais pas si c'est la meilleure position pour écouter des chants d'oiseaux. En tout cas, pour se prendre des crottes dans l'œil, toute bonne position. Et voici ses enfants, Benny et Noémie. Et Noémie qui est en train de se dire vivement qu'on invente le déodorant. Voici les athlètes. Et c'est pas clair si ce sont des siamois ou si celui de droite est mauvais perdant. Hey! Autre tableau, celui-ci, des garçons jetant des galets dans la rivière. Alors factuellement, il y a un autre indice, c'est qu'a priori, il y a une chemise aussi qui a été jetée. Allons donc voir Károly Ferenczi au Petit Palais. Károly, Károly, Károly. Merci Alex et merci du conseil. C'est donc jusqu'au 6 septembre au Petit Palais, en plein cœur de Paris. Le Marina Hans, je le disais, vous venez de mettre en scène 6 personnages en quête d'auteur du dramaturge italien Pirandello. C'est l'histoire d'une famille qui fait irruption sur scène avec ses problèmes alors que des comédiens se disputent les rôles de leur prochaine pièce.
Ça doit arriver de temps en temps. Mais c'est une pièce qui interroge le métier de comédien, notre rapport de spectateur. C'est quasiment l'invention de la mise en abîme. C'est-à-dire qu'on ne regarde pas simplement une œuvre se dérouler sur une scène, on la regarde se faire. Elle nous interpelle. Qu'est-ce qu'il y a de particulier dans cette démarche-là et qu'est-ce que ça vous enseigne sur l'art ? En fait, Pirandello nous invite vraiment à l'intérieur de sa psyché, quoi, d'auteur. Et c'est parti, c'est une pièce qui a été écrite après une nouvelle qui était quelque chose qui l'obsédait, où il avait vraiment des hallucinations et pour lui, il pensait que d'écrire, c'était quelque chose qui était forcé. C'est-à-dire que c'était pas toujours lui qui décidait et il avait en tête, il a écrit une nouvelle là-dessus, une famille qui débarquait dans son bureau et qui l'obligeait à écrire leur histoire. Et ça raconte, en fait, comme les artistes peuvent être par moments presque incorporés par des gens, par des histoires, par des sujets, même au-delà de ce que eux veulent faire. Et c'est l'anti-exhibitionnisme. Vous voyez ce que je veux dire ? L'anti-exhibitionnisme, oui, pour moi, même oui. quand on en montre les coulisses, même quand on montre... Dans cette pièce particulièrement, je trouve qu'il y a quelque chose qui est très important de rappeler par moment, c'est l'effet de l'inspiration. L'inspiration, c'est pas toujours conscient, c'est pas toujours... On sait qu'on se raconte et qu'on raconte sa vie et qu'on raconte ce qu'on pense du monde et ce qu'on pense de soi-même. C'est aussi quelque chose qui nous traverse. C'est aussi une histoire qu'on ne connaît pas vraiment bien, ni de nous-mêmes, ni des gens autour de nous. C'est comme d'avoir comment dire, d'être un passeur. Et Pirandello, il raconte ça. Et donc, il le met de façon assez en pratique, en fait, sur ce plateau, avec cette espèce de troupe, qui pourrait être la troupe de la Comédie Française dans la situation actuelle des chutes de subventions, oui, du spectacle vivant, de tout ça. De la difficulté à continuer à faire vivre. Etc. Et qu'en fait, ce sont des gens qui se lèvent du public, moi c'est comme ça que je l'ai voulu, et qui disent, vous devez raconter notre drame, vous devez l'écrire et vous devez le faire jouer, parce qu'on a besoin d'être raconté par des artistes. Oui. Donc on vient vraiment à la genèse de la nécessité de la création, en fait, de la fiction. C'est génial comme phrase, on a besoin d'être raconté par des artistes. Mais c'est une lui très, qui a très écrit belle ça. définition de l'art. Moi, je trouve ça sublime et c'est une notion dont on doit parler de temps en temps parce que très souvent, on se dit voilà, que les artistes se racontent leur vie, mais il y a aussi une nécessité impérieuse de raconter le reste de l'humanité, de raconter des gens qu'on croise, qu'on connaît, pas seulement soi. Voilà. Donc, en fait, oui, c'est une façon de dire aussi que l'artiste n'est pas narcissique, mais qu'au contraire, il s'intéresse aussi à d'autres destinées que les siennes. Exactement, qu'il est humaniste aussi. Exactement. Ouais. Et donc vous êtes metteuse en scène, vous êtes actrice bien sûr, et on vous a découvert chanteuse aussi. Vous avez collaboré avec le groupe Animal Triste pour leur nouvelle EP Embers of Jericho. On entend votre voix d'ailleurs sur 2 titres. Qu'est-ce qui vous a donné envie de participer à ce projet ? Est-ce que c'est le côté pluridisciplinaire des jeunes filles dont vous parliez au début ces jeunes femmes qui ne sont pas que actrices, mais qui sont aussi musiciennes, qui sont aussi peintres. J'y avais pas vraiment pensé, mais je pense que c'est quelque chose que je ne me suis pas autorisée pendant longtemps. Et aussi parce qu'on me le reprochait. C'est-à-dire que moi, je suis d'une génération où on creusait un sillon, on était un emploi, où on faisait du cinéma d'auteur, où on faisait du cinéma commercial, on faisait du théâtre privé. Et si on se mettait à chanter, on était ridiculisé ou iconisé, mais c'était... Bon, bref, il y avait toujours quelque chose de bizarre dans le fait que d'être un interprète, c'était un peu une chose toute sa vie. Surtout en France. Oui. Et moi, je suis moitié anglaise, donc j'ai aussi la culture anglo-saxonne qui pousse beaucoup les artistes à apprendre à chanter, danser, écrire, faire plein de choses. Et je me suis autorisée un peu tard, mais enfin pas si tard, c'est comme ça. C'est une façon je sais pas comment dire, d'aller sur un nouveau canal, quoi. C'est comme vous écoutez la radio, vous écoutez de la musique classique, puis tout d'un coup vous écoutez les infos. Bon ben voilà, moi là je me suis branchée sur du rock. Du rock apocalyptique. Jericho, parce que là on est loin du peintre, c'est vraiment les... Et en fait, c'est la Bible. Mon meilleur ami qui a réalisé ce disque. Le premier disque, c'était Jericho, ça c'est Embers of Jericho, donc c'est une version acoustique de quelques titres. Et il savait que j'écrivais des poèmes en anglais. Il me dit, t'as pas un truc, un poème, quelque chose ? Et j'ai dit si, mais je fais jamais lire ça. C'est des trucs. Et il me dit, vas-y, on a bricolé ensemble. Et puis on a décidé qu'on allait continuer à collaborer. Et voilà. C'est une autre façon de convoquer les gens dans une salle.
Et voilà. Je suis Lauriane obligée de parler de la pochette de cet album, puisque forcément on est là pour parler d'art. C'est une réinterprétation, en tout cas c'est inspiré d'une peinture de William Bouguereau, Dante et Virgile. Qu'est-ce qui vous a inspiré dans le tableau d'origine et pourquoi avoir choisi cet artiste-là? Je pense que c'est vraiment l'aspect onirique et dangereux d'un monde cauchemardesque. Oui, qu'on questionne pas suffisamment. Et c'est vrai qu'il y a l'idée de la nature qui reprend ses droits aussi. Ouais. Comment l'humain peut survivre s'il ne questionne pas à un moment donné le fonctionnement de la nature, elle va se faire manger tout cru, en gros. Hein. Le vocabulaire du théâtre, il emprunte pas mal à la peinture. On parle des tableaux pour les différents actes, on parle de composition quand on joue un rôle. Il y a un parallèle entre le geste du peintre, vous par exemple, lorsque vous pratiquez l'art, et celui du metteur en scène? Non, parce que le peintre est seul. Le peintre est seul. Ouais, le metteur en scène qui dit qu'il est tout seul, il ment. En fait, c'est vraiment... Merci pour cette sincérité. Non, mais c'est vraiment un travail d'équipe. Oui. C'est vraiment c'est la composition d'un tableau en ayant, je sais pas, 50 artisans qui travaillent pour vous. Donc pour moi, c'est vraiment un travail d'équipe que j'adore toute seule. Chez moi, je ne sais pas si j'arriverai à faire quoi que ce soit. Nathalie? Moi, je trouve ça très impressionnant de vous écouter, de regarder votre parcours parce que vous avez tout fait, en fait. Tout fait ou presque. Justement, vous êtes metteur en scène, la chanson, le théâtre, la télé. Vous avez joué au Québec, d'ailleurs, avec Denis Arcand, Les Invasions barbares. Je le glisse comme ça au passage. Oui, excellent film, évidemment. avec Marina, bien sûr. Mais vous avez confié récemment à Gala, et je vous cite, « Je me verrais bien avec un tatouage à 60 ans. J'y pense de plus en plus. » Et on se fait tatouer quoi, Marina? Un phénix, la résilience. Après, j'utilise des images comme ça, mais parce que moi, j'ai découvert quand même le carcan, c'est vrai. J'en parle souvent, mais j'en ai pas du tout souffert comme beaucoup de mes consoeurs. Hein, donc, je rétablis les choses là-dessus. Mais le carcan de la jeune actrice, c'est quelque chose de très sournois et qui peut complètement brimer la créativité. Et c'est aussi pour prévenir les jeunes filles qui arrivent maintenant sur le marché, parce que je trouve l'époque très dure, de cultiver toujours leur singularité et ce qu'elles aiment et ce qui les passionne, même si ça ressemble à rien d'autre qui existe déjà. Et je pense que c'est la seule manière de rayonner en tant qu'artiste. Donc, si on veut juste être actrice au départ, on est aussi un artiste. On est aussi quelqu'un qui fait des choix. Et il faut garder un esprit critique sur les choix qu'on fait. Et la machine, elle est puissante. Et bravo et merci d'ailleurs parce que ce sont des paroles extrêmement inspirantes justement pour toutes celles et ceux qui voudraient s'émanciper, se libérer, un peu comme l'a dit Charles Turley, pour lesquels vous avez eu le César de la meilleure actrice. Margot, tu as la passion des archives et cette semaine, tu t'es intéressée à ce qui se passe à la Fondation Louis Vuitton autour d'un des plus grands artistes de la période contemporaine, Calder. C'est l'instant archive. Le génie Calder. Le génie Calder, cette semaine, donc je vous parle de Calder, le génie américain du mobile adorait la France. C'était vraiment une star dans l'Hexagone. Et c'est pour ça que la Fondation Louis Vuitton lui dédie cette rétrospective géniale. C'est déjà un carton, hein, et c'est normal parce que les gens s'y pressent. Il y a tout chez Calder. Il y a de la poésie, il y a du mouvement, il y a de la lumière. Des couleurs. Des couleurs, c'est fabuleux. C'est son ami Marcel Duchamp qui a eu l'idée d'appeler mobile ces choses comme ça, mues par l'air, ces abstractions cinétiques selon la terminologie caldérienne. Cette expo, elle s'appelle Rêver en équilibre et c'est bien trouvé parce que Calder, c'était un funambule. Il a fait passer l'art de quelque chose de statique à une vraie expérience en 4 dimensions. Ce qui me séduit chez Calder, et c'est ça que je voulais partager avec vous, c'est sa personnalité. En fait, quand on découvre grâce aux archives, exactement, quand on découvre grâce aux archives l'homme qu'il était, on a envie d'être son ami tout de suite. Et il y a vraiment une différence assez étonnante entre ce qu'il créait et ce qu'il était, entre la légèreté rêveuse de ses mobiles et sa personnalité joyeuse, limite rustre. Parfois, vous allez voir un petit florilège. Bon appétit, Calder. Merci. Vous avez vu le pain fait par ma femme? Non seulement on l'a vu, mais on l'a mangé, il est très bon.
Dommage, je n'ai pas là. Un jour, je me souviens, vous avez dit à un journaliste qui était venu faire une interview que pour vous, un mobile était terminé quand la cloche du déjeuner sonne. C'était plutôt pour le taquiner, mais... Bon, bien. Ici, Monsieur Calder, si je comprends bien, c'est la fabrication des mobiles. Oui, ici, c'est le central universel. Parce qu'au début, vous avez mis des moteurs. Oui, j'ai passé tout mon temps à huiler les engrenages. Finalement, je suis tombé sur l'idée du vent qui fait remuer les choses. Et ça marche beaucoup mieux Qu'avec les moteurs. qu'avec les moteurs. Voilà. Un personnage génial C'est qui aimait. génial, on l'imagine pas du tout comme ça. Non, mais bien sûr, en fait, il aimait la bonne chair, il aimait la vie. On a envie de s'asseoir avec lui à table et de bouffer du pain et boire un verre. Franchement, voilà, comment ne pas être séduit. Calder, c'est tout l'été à la Fondation Louis Vuitton. Un mot, Fabrice, qu'est-ce qui fait que Calder est l'un des plus grands noms de l'art depuis qu'il a commencé, depuis le XXe siècle? Comment est-ce qu'il s'est imposé comme l'un des maîtres absolus de la sculpture en mouvement? Pourquoi c'est un immense artiste? Parce que un immense artiste, c'est un artiste qui invente un style unique. Vous parliez tout à l'heure de singularité, qu'un acteur ou une actrice doit développer sa singularité. Et on le reconnaît immédiatement. Et on reconnaît immédiatement un Calder, immense artiste, un don des couleurs inouï, et ça fascine toujours. Et la sculpture aérienne. Merci en tout cas, Margot. Vous restez avec nous, Marina Hans. Dans un instant, rendez-vous avec un artiste, j'allais dire un artiste poète, mais vous allez comprendre pourquoi. Julien Creuset, ce sera juste après la petite galerie. C'est signé, comme d'habitude, par Karim Rarbage. Bienvenue dans la petite galerie, le récap de ce que l'art fait de plus fou. Et on commence avec la dinguerie. Aujourd'hui, on vous présente une artiste irlandaise qui arrête le temps, Claire Morgan. Ouais, Claire, elle fait des installations monumentales dans lesquelles elle suspend des milliers d'objets identiques par des fils pour créer des volumes qui ont l'air de flotter dans l'espace. Yes, c'est hyper hypnotique, on a l'impression d'assister à une scène figée en plein mouvement, comme si le temps s'était suspendu. Et pour fabriquer ses œuvres, Claire, elle utilise toujours des éléments liés à la nature, fleurs, graines, insectes et parfois même des animaux empaillés. Elle les installe un par un avec une précision d'orfèvre pour construire ces formes aériennes presque irréelles. Claire Morgan, c'est la dinguerie du jour. Et on continue avec le faux lolo. Aujourd'hui, on suit le compte de Ben Wilson, un artiste britannique qui passe ses journées allongées dans la street. Ouais, Ben, c'est un peintre et il a trouvé son médium, le truc le plus pourri de la terre, les chewing-gums écrasés dans la rue. Chacun son truc, hein. Et Ben, sa méthode, c'est qu'il nettoie ses petites trouvailles, les chauffe, les vernit, et ensuite il peint à l'acrylique dessus avec des pinceaux ultra fins, et ça donne ces micro-tableaux très détaillés. Chaque chewing-gum devient une œuvre d'art unique, planquée au beau milieu de la ville, puisqu'il faut quand même avoir l'œil pour les capter. En plus, Ben, il est ultra sympa, il est devenu une véritable curiosité londonienne, où tout le monde le connaît sous son pseudo, Chewing Gum Man. Yes, suivez Ben Wilson, c'est notre faux lolo de la semaine. Et on termine avec Lalu. Cette semaine, focus sur un artiste japonais fascinant, Motoi Yamamoto. Ouais, Motoi, il fabrique ces énormes fresques, tantôt labyrinthiques, tantôt fractales, et qui se déploient de manière monumentale. Yes, c'est hyper beau, et Motoi, il utilise une seule et unique matière pour réaliser ses œuvres, du sel. Ouais, chacun des embranchements a été déposé avec son espèce de grosse pipette à sel, grain par grain, pendant des jours et parfois même pendant plusieurs semaines. Et s'il a choisi ce médium, c'est pas par hasard. Au Japon, le sel est un symbole très fort utilisé lors des rituels de purification et Motoi, il a commencé à s'en servir après un événement tragique personnel, la disparition de sa sœur. L'art comme processus de deuil, nous on admire le résultat. Motoi, c'est l'alu de la semaine. Là-dessus, la petite galerie ferme ses petites portes. À très vite. Merci Karim. Franchement, c'est extraordinaire les trois
choses, les 3 démarches artistiques qu'on vient de voir. Ouais. Et vous étiez fasciné par Chewing Gum Man. Chewing Gum Man, mais parce que j'ai pensé à tous les chewing-gums que j'ai collés à l'école, sous les tables. C'est un truc qu'on faisait tout le temps. Autant d'œuvres d'art perdues. Autant d'œuvres, exactement. Il y avait quelque chose à faire. Deuxième invité de la Grande Galerie. Aujourd'hui, il a représenté la France en 2024 à la très prestigieuse Biennale de Venise. Ses installations sont impressionnantes. Elles nous interpellent, nous, spectateurs. Julien Creuset va nous rejoindre. Mais d'abord, son portrait en 3 mots. C'est signé Damien Cabrespine. Julien Creuset en 3 mots. Mot numéro 1, héritage. Julien Creuset peuple son œuvre de références caribéennes. Il s'inspire des pensées et des écrits d'Aimé Césaire et d'Édouard Glissant. Il interroge son expérience diasporique pour mieux célébrer son territoire d'origine, la Martinique. Je sais cette histoire de la traversée de la mer depuis mon premier souffle. Dans ses sculptures et ses installations, Julien Creuset confronte le passé et le présent. Il questionne les héritages coloniaux et envisage de nouvelles voies dans un monde globalisé. Comme une manière de défaire tout un tas de dogmes de l'histoire de l'humanité. Mot numéro 2, protéiforme. Les installations de Julien Creuset titillent tous nos sens, visuels mais aussi auditifs ou olfactifs. Son art se déploie de manière protéiforme. Plusieurs récits, plusieurs voyages. Julien Creuset est un artiste poète, un vidéaste, performeur. Il nous invite à embrasser son travail avec l'ensemble de notre corps. Et enfin, mot numéro 3, perspective. Julien Creuset entrechoque son histoire personnelle à la mémoire collective. J'espère que l'on peut apprendre les uns des autres. Julien Creuset décentralise les regards et bouscule les préjugés, tout en offrant de nouvelles perspectives. Ce n'est pas un geste inquisiteur, je crois que c'est aussi un geste de générosité. Merci Damien, et on a le bonheur de recevoir Julien Creuset. Bonjour et bienvenue. Vous êtes ici chez vous dans la Grande Galerie francophone. Je vous présente Marina, le public, la bande qui m'accompagne. On va repartir de ces 3 mots de Damien Cabrespine, Julien Creuset. Quand il dit héritage, protéiforme, perspective, ça vous ressemble ? Ça me ressemble un peu, ouais. Oui, un peu ? Oui, un peu, parce que je pense qu'une pratique, c'est complexe aussi, puis ça demande du temps, surtout le temps d'une vie. J'ai l'impression qu'une œuvre, c'est pas un instant, une forme au mur ou une exposition, mais ça demande aussi le temps de s'appréhender, d'apprendre à vivre avec une œuvre. Tout à l'heure, on parlait de Calder. Oui. On peut aujourd'hui parler de Calder aussi, parce qu'on est dans un moment de rétrospective. Qui montre aussi l'ensemble d'une carrière, et on comprend quand Calder commence avec une petite boîte d'allumettes par exemple, où il peut ranger tous les éléments pour produire une sculpture suspendue. Ouais, c'est génial. Et on l'a vu là à travers ce portrait de votre travail. Vos sculptures, elles sont souvent faites de matériaux extrêmement variés. Ça peut être des cordages marins, ça peut être des tissus rapiécés, des ficelles, des objets récupérés, des éléments organiques. Comment est-ce que vous les choisissez ? Comment est-ce que, comme dans l'arte povera, ce qui peut ne pas du tout sembler relever de l'art, pour vous, devient un matériau artistique ? Je crois que ce qu'il y a d'intéressant c'est comment on peut raconter une histoire. Je vais vous donner un exemple. Par exemple, dans le pavillon, en fait, toute la toiture et beaucoup de peinture... Le pavillon à la Biennale de Venise. À la Biennale de Venise était fait avec un colorant qui s'appelle le roucou. En fait, qui est une petite graine qui vient en fait de la Caraïbe et d'Amérique centrale. Oui. Et en même temps, cette graine, en fait, c'est le colorant de la mimolette, du Pont-l'Évêque, du Livaro. Vous voyez cette croûte orange qu'on connaît. Bien sûr. Pour moi, c'était aussi intéressant de dire colorant, cette couleur singulière qu'il y a dans le fromage, peut venir nous raconter une histoire beaucoup plus importante et beaucoup plus globale. Fabrice ? Oui, c'est marrant parce que pour moi, Julien, c'est une sorte de cuisinier du monde. Quand j'étais à la Biennale de Venise voir son pavillon, j'avais l'impression d'avoir un cuisinier et un conteur. C'est-à-dire que, d'une part, Julien est un homme extrêmement cultivé, qui a beaucoup de références. Et la diversité de ses matériaux, c'est vraiment
nous plonger dans une histoire totalement personnelle qu'il invente. Et c'est ça que je trouve fascinant dans son œuvre et qui est absolument unique. Chaque exposition que j'ai vue à la Fondation Luma, par exemple, à Arles, était encore un autre univers très différent. Il invente des univers comme un conteur ou comme un cuisinier, entre guillemets, en mélangeant tous les matériaux. Je ne sais pas si tu es d'accord avec ça. J'apprécie le mot conteur. Le mot cuisinier, il y a plus de poésie. Le mot cuisinier est un mot très noble, mais j'ai un peu plus de mal, moi, avec la cuisine. Mais c'est vrai que la pratique de l'atelier s'apparente aussi à un acte de cuisine, de laboratoire. Justement, vous créez, comme Fabrice disait, des univers incroyables et j'aimerais qu'on revienne à ce fameux pavillon à la Biennale de Venise où vous avez imaginé, à travers l'exposition qu'on pouvait voir dans le pavillon qui s'appelait Attila Cataracte, une installation multisensorielle, immersive, expérientielle dans laquelle on pouvait avoir 80 sculptures suspendues. Il y avait de la vidéo, il y avait également des extraits sonores. Et on ne va pas bouder notre plaisir, on va regarder un extrait quand même. Bien on va sûr. voir des images, voilà. C'était quand même tout un pavillon. Et moi, ce que je me demandais, quand vous conceptualisez cet environnement multisensoriel, quelle place occupe-t-on, nous, comme spectateurs, comme public, comme curieux, qui fait partie donc de cette immersion? Je crois que pour ce projet, le spectateur ou le visiteur était invité plutôt à questionner son propre regard, parce qu'il y avait une telle densité d'œuvres ou de formes, qu'il y avait une multitude de points de vue, qu'il fallait aussi autant se frayer son chemin, comme la densité d'une forêt tropicale, où on chercherait les petits détails. C'est en tout cas une image que j'ai beaucoup utilisée, l'image de chercher le petit insecte qu'on a envie de voir ou qui nous effraie, et de le trouver en fait dans cette... Oui, c'est très différent en fait de l'image de la galerie qu'on peut avoir avec les grands murs blancs et des spots qui projettent en fait la lumière vers l'œuvre avec le petit cartel qui explique. Là, finalement, on fait corps avec l'œuvre et il n'y a pas de direction qui est donnée. Est-ce que vous la pensez? Vous imaginez un parcours où chacun fait comme il veut? Je crois que j'imagine plutôt une multitude de possibles pour le visiteur. J'ai pas envie d'avoir une place autoritaire, lui dire qu'il doit commencer ici et finir ici. J'ai envie de lui offrir une temporalité plus longue. S'il a envie d'y passer 5 minutes parce qu'il fait la course des pavillons à la Biennale de Venise, ok. Mais s'il a envie d'y passer une heure... Comme Fabrice. Fabrice qui va voir absolument tous les pavillons à la Biennale de Venise. C'est son festival de Cannes chaque année. Qu'est-ce que ça vous inspire, la démarche artistique immersive, ce que disait Julien à l'instant et ce qu'on a vu de ces installations à la Biennale de Venise? Moi, dans ce que j'entends et qui me touche beaucoup, c'est justement l'immersion. Ça, c'est la première chose. J'ai l'impression que les gens ont besoin de ça. On leur propose un monde dans lequel ils vont pouvoir explorer leurs propres sensations et leurs propres émotions sans diriger leurs pensées. Et donc, le fait qu'ils puissent aussi choisir vers où aller. On se responsabilise de l'endroit où on décide d'aller ou ce qu'on décide de regarder. Pourquoi on va regarder là plutôt que là? Et j'ai l'impression que c'est important aujourd'hui. D'un mot, Julien? Responsabiliser le public, je crois que c'est important parce qu'on a aujourd'hui tendance à donner des cartels et à tout vouloir expliquer. Je pense ce que disait Lauriane. Avant même de voir, on se penche vers le cartel pour savoir de quoi il s'agit. On le prend en photo en général, le tableau, l'œuvre, avant même de le regarder. Exact. Et avant même de savoir ce que l'on ressent ou de questionner son propre ressenti qui, je pense, est fondamental et doit s'entraîner et se cultiver. Apprendre à ressentir, c'est pas une chose immédiate aussi. Et pour ça, il faut aussi se faire confiance et laisser, en tout cas aux visiteurs, cet espace. Et laisser son téléphone portable dans sa poche quand on rentre dans un espace comme le vôtre? Je suis d'accord. Ouais. Je suis d'accord. et en même temps, on est en 2026. Les images aussi, on en a besoin. On a besoin aussi de la radiation. Et on a envie de les photographier, évidemment. Mais votre travail, on le comprend, il est nourri par ce que disait Édouard Glissant, cette formule magnifique, le tout monde. Vous avez envie de métissage, vous avez envie de rencontre. La pensée de Glissant, elle a influencé votre travail d'artiste?
j'ai la sensation que c'est la pensée qui fait le plus de bien à notre contexte actuel. Je crois qu'on a besoin d'apprendre à vivre ensemble, on a besoin de pouvoir habiter les uns à côté des autres, on a besoin de pouvoir s'accueillir et s'accepter avec nos différences aussi. Et donc comment on fait ça? Je trouve qu'il y a la pensée d'Édouard Glissant permet en tout cas de réfléchir à ces questions de société encore. Merci à tous les deux, vous restez avec nous. On va à présent, comme chaque semaine, ralentir le rythme et direction Bruxelles et le musée des Beaux-Arts pour découvrir une œuvre franchement surprenante d'un peintre de la fin du 19e siècle, le Belge Fernand Knopf. C'est fascinant. C'est fascinant et vous pouvez évidemment découvrir ce tableau donc au musée des Beaux-Arts de Bruxelles. Merci à tous, merci à tous les deux. Merci Julien Creuset d'avoir été l'invité de la Grande Galerie francophone. C'est un honneur de vous recevoir. Merci Marina Hans. Je signale que vous êtes sur scène dans Tartuffe ou l'Hypocrite, peut-être la plus belle pièce de Molière. Ce sera du 21 mai au 11 juillet 2026 à la Villette. Et quant à nous, on se retrouve en replay ou sur l'application TV5 Monde Plus. Vous pouvez nous suivre sur les réseaux, à suivre sur notre antenne le 64 minutes évidemment. Et on termine en musique. Charlie, est-ce que tu pourrais mettre en musique une œuvre de Julien Creuset ? Lorsque j'ai vu ce qui se passait dans le pavillon, j'entendais quelque chose. Alors on va faire comme si c'était ce qui se passait. Bravo Charlie, merci infiniment, merci à tous et merci de nous avoir suivis. Rendez-vous la semaine prochaine, toujours sur TV5 Monde.